et je pense que tout le monde est d'accord autour de la table, c'est une question politique, ce n'est pas uniquement une question judiciaire. Le choix du gouvernement de nommer Damien Abad au gouvernement est un choix politique. Et donc le signal et le message envoyé est un message politique. Léna, encore, tu publies ce soir un article consacré à LREM, le parti d'Emmanuel Macron, dans lequel tu insistes sur le fait que les problèmes de violences sexistes et sexuelles n'ont en fait jamais été pris à bras le corps, ni par le parti, ni même par le président lui-même, puisqu'on voit la composition de ce gouvernement. Comment on explique sa ligne dans ce domaine ? Sachant que Mathilde Bio nous a dit la dernière fois, ils s'en foutent. En fait, juste, c'est ça le problème. C'est-à-dire, en fait, moi, je ne suis pas dans leur tête, je ne vais pas parler à leur place. Et ce que je peux constater, c'est à la fois le fait de dire, on fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat numéro 1, puis la grande cause du quinquennat numéro 2, et que les signaux, les symboles politiques, pour prendre l'expression de Nelly Garnier, vont complètement à l'inverse de cette proclamation. Je veux dire, ça c'est factuel. Nommer au ministre de l'Intérieur chargé des enquêteurs, donc des policiers, des policières qui enquêtent sur les violences sexuelles et sexistes, un ministre alors mis en cause pour viol et visé par une enquête pour viol, le symbole est sidérant. C'est simplement sidérant. Tout comme nommé comme garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui lui n'est mis en cause par personne, mais dont les propos publics sont très hostiles à MeToo, au tribunal médiatique comme on entend parfois, etc., etc. Ce sont des signaux politiques qui sont extrêmement forts et qui produisent un effet très clair, au-delà de présumer de la culpabilité d'un tel ou d'un tel, c'est pas ça la question, ça veut dire, je me moque en fait des témoignages qui peuvent exister, je me moque des paroles qu'on entend et qui se diffusent bien plus largement que précédemment, en fait, effectivement, je m'en fous. Nelly Garnier, là-dessus moi, c'est juste que, vous savez, dans les mouvements de libération de la parole, on a dit, on vous croit, la parole d'une femme, c'est important, on l'accueille. Moi, je remarque dans toutes les affaires qu'il y a eu, il faut jamais, une parole de femme ne suffit pas à être entendue. Il faut qu'il y en ait des dizaines. PPDA, il faut 20 femmes pour contrebalancer la parole d'un homme puissant. Et c'est pour ça que je dis à un moment, il a fallu des milliers de voix anonymes pour contrebalancer la parole d'un homme puissant. Et on voit que quand il y a 2 femmes, ce qui a été le cas pour Gérald Darmanin, ce qui a été le cas pour Damien Abad, c'est probablement pas assez. Gabrielle Siri-Waring. C'est des signaux effectivement désastreux et qui sont notés comme tels à l'étranger. Ça, c'est intéressant de voir qu'il semble qu'il y ait une spécificité française là-dessus, parce que je me souviens que quand Darmanin a été maintenu au ministère de l'Intérieur après les nombreuses manifestations, ça a fait quand même des titres assez lamentables pour notre pays dans la presse étrangère, notamment au Royaume-Uni. Et donc c'est Edith Cresson qui en parle aussi. Il y a une forme de spécificité en France en termes de sexisme de la classe politique et de mépris total pour la parole des femmes qui est à analyser et ça se limite évidemment pas à une question judiciaire, mais on a toutes des exemples de notre vie politique qui témoignent du fait que ça reste une anomalie aujourd'hui d'être une femme, en particulier une jeune femme en politique, et on nous le rappelle régulièrement. Ça va être des interruptions extrêmement fréquentes, ça va être des remarques infériorisantes, donc il y a sans cesse ces espèces de petits rappels à l'ordre qui nous font sentir que les femmes ne sont pas les bienvenues en politique. C'est à rattacher à toute notre histoire politique au fait qu'on a été exclus de cette sphère politique jusqu'en 1944 au moins. Et c'est très très profondément ancré dans notre pays. Et donc la solution ne se limitera pas effectivement à la question de l'article 40, mais à ce que la classe politique dans son ensemble porte ces sujets, et ça passe aussi par le fait que les hommes politiques s'en saisissent, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout des femmes qui portent ces sujets-là, que ce soit la question des violences ou les questions des inégalités femmes-hommes. Je me souviens très bien pendant le confinement, qui a dit que les femmes étaient en première ligne de la Covid et absentes des médias, c'était que des femmes politiques. Et donc aujourd'hui, si les hommes politiques justement font pas du cœur de leurs valeurs qu'ils portent cette question des inégalités femmes-hommes, on s'en sortira pas. Donc il faut avoir un grand niveau d'ambition, y compris quand on vote. Marine Baldec, le dernier mot est pour vous. Merci. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on observe, nous, de notre fenêtre de la VFT, c'est quand même une grande régression, en réalité, dans la période actuelle. Il faut quand même se souvenir qu'il y a 10 ans, Georges Tron, il a tenu 4 jours au gouvernement après les plaintes
pour harcèlement sexuel à l'époque qui avait été déposé contre lui. Voilà, il était présumé innocent. On ne savait pas qu'elle allait devenir, ce que ces plaintes allaient devenir. Et 10 ans plus tard, elle était condamnée pour viol. Donc on ne peut pas préjuger en réalité de ce que pourraient devenir des plaintes réactivées contre les personnes qui sont au gouvernement actuellement, concrètement. Et le fait qu'elles y soient, ça empêche en fait de potentielles victimes de porter plainte contre eux, de redéposer des plaintes avec constitution de partie civile, parce que c'est une rupture d'égalité des armes, et l'équité dans la procédure pénale, c'est quelque chose d'extrêmement important, et cette équité, elle peut pas être garantie en fait quand il s'agit de porter plainte contre un homme qui a autant de pouvoir. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce que j'observe aussi, c'est que la composition actuelle du gouvernement, en fait, elle préjudicie aussi aux politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes au travail, qui sont actuellement déployées et mises en œuvre par un certain nombre de ministères, et notamment à l'occasion de programmes de formation sur le harcèlement sexuel, où un certain nombre d'organismes de formation, dont la VFT, vont aller dispenser la bonne parole sur le fait que, justement, un fonctionnaire, un salarié, peut tout à fait être sanctionné alors qu'il est présumé innocent au regard de la procédure pénale. Et donc nous, on a en face de nous, en fait, toutes les semaines, des gens en formation qui font le lien, en fait, qui nous disent, mais en fait, ce que vous nous dites là, ça pose un peu problème, hein, parce que vous voyez au gouvernement ce qui se passe. Donc effectivement, ils sont présumés innocents, mais comme le disait ma voisine, le fait que sur le simple témoignage de Darmanin sur ce qu'il s'est passé, en fait, devrait suffire à l'exclure du gouvernement. En fait, on n'est pas sur du pénal, on est sur le comportement que devrait avoir un homme politique dans ses relations avec les femmes. Voilà, donc ça nous met un caillou dans la chaussure pour faire avancer le sujet concrètement sur le terrain tous les jours.